Dans la séquence vidéo précédente, nous avons vu que le polymorphisme était une notion centrale en programmation orientée objet. Nous avons vu que pour mettre en œuvre une solution polymorphique, il fallait faire appel à ce que l'on appelle la résolution dynamique des liens. L'objectif de cette séquence est de vous montrer comment on met en œuvre en C++ la résolution dynamique des liens en utilisant les méthodes virtuelles. Plus précisément, nous avions conclu la séquence précédente en indiquant qu'en C++, pour que la résolution dynamique des liens puisse avoir lieu, il faut réunir deux ingrédients, à savoir l'utilisation de méthodes virtuelles sur des références et des pointeurs. C'est à l'explication de ce transparent qu'est dédiée cette séquence. Pour rappel, nous étions partis d'un exemple où nous avions une hiérarchie de classes dans laquelle une sous-classe, la sous-classe guerrier, redéfinit une méthode déjà présente dans la superclasse. Un objet de type sous-classe était par le biais du passage des arguments mis dans une variable de type superclasse. Nous nous étions alors posé la question de quelle méthode rencontrée était appelée ici, la méthode rencontrée de la superclasse ou alors celle de la sous-classe. Et nous avions vu qu'en C++, si l'on ne fait rien de particulier, c'est la résolution statique des liens qui a lieu, c'est-à-dire que c'est le type de la variable sur laquelle on appelle la méthode qui prime, et qui va conditionner le choix de la méthode. En C++, si l'on veut que ce soit la résolution dynamique des liens qui ait lieu, c'est-à-dire la résolution par le biais de laquelle c'est le contenu de la variable plutôt que son type qui décide de la méthode à utiliser, alors il faut explicitement déclarer dans le programme que la méthode doit être résolue dynamiquement. Et ceci se fait en déclarant cette méthode comme virtuelle. Pour que la résolution dynamique des liens ait bel et bien lieu, il faudra donc déclarer la méthode comme virtuelle, mais il faudra aussi qu'elle puisse s'appliquer via une référence ou un pointeur. C'est bien le cas ici. 1 est une référence vers l'objet passé en paramètre. En C++, on doit donc indiquer explicitement au compilateur qu'une méthode peut faire l'objet d'une résolution dynamique des liens, et ce, en la déclarant comme virtuelle. La déclaration de la virtualité d'une méthode doit se faire dans la classe la plus générale qui admet cette méthode, c'est-à-dire le plus en haut de la hiérarchie, dans le prototypage d'origine. Donc, dans le cas de notre exemple, dans la classe personnage. Et la virtualité d'une méthode se déclare en C++ simplement en précédant le prototype de la méthode par le mot-clé virtual. Il faut noter que toute redéfinition dans les sous-classes d'une méthode déjà déclarée comme virtuelle dans une superclasse sera aussi considérée comme virtuelle par transitivité, même si l'on ne met pas le mot-clé virtual devant son prototype. Donc concrètement, si j'ai une superclasse grand A contenant une méthode particulière M, et si j'ai une sous-classe grand B qui redéfinit cette méthode, si dans la superclasse grand A, la méthode M a été déclarée comme virtuelle, alors elle l'est aussi dans la sous-classe, même si le mot-clé n'apparaît pas explicitement. Si l'on revient à notre exemple de départ, si l'on veut donc que notre méthode fasse l'objet d'une résolution dynamique des liens, alors il faut déclarer dans la superclasse la méthode comme étant virtuelle. Mais est-ce vraiment bien là notre exemple de départ ? Si vous avez été attentif, vous aurez peut-être remarqué que l'exemple que vous avez ici sous les yeux est une variante de l'exemple présenté à l'origine. Une variante dans laquelle le passage des arguments de la fonction faire rencontrer est un passage d'arguments par valeur. Nous avons délibérément fait cette modification pour vous montrer l'incidence qu'a le fait de ne pas utiliser une référence ou un pointeur sur la résolution dynamique des liens. Le problème est que lorsqu'on fait un passage par valeur, l'objet guerrier va être copié dans une variable de type personnage. La méthode rencontrée ne va donc pas s'appliquer à l'instance d'origine, mais à une copie de l'instance dans une variable de type personnage. En clair, si nous avions dans la variable G un objet de type guerrier, une fois copié dans la variable 1 qui est de type personnage, il n'est plus perçu que comme un personnage. Personnage qui n'a pas d'attribut pour une arme, par exemple.
Ce qui est donc contenu dans la variable 1 est bel et bien un objet de type personnage. Par conséquent, même si la méthode rencontrée est virtuelle, donc peut faire l'objet d'une résolution dynamique des liens, eh bien, puisque l'objet contenu est un objet de type personnage, c'est toujours la méthode rencontrée de personnage qui va s'appliquer ici. Comme évoqué dans la séquence précédente, pour que la résolution dynamique des liens puisse avoir lieu, il faut vraiment que deux ingrédients soient présents. Le premier est la virtualité des méthodes, ce que nous venons de voir, et il faut également que ces méthodes virtuelles puissent s'appliquer aux instances réelles via des références ou des pointeurs. Si ici nous faisons le choix d'un passage par référence, au moment du passage des arguments, nous n'aurons pas de copie dans un objet de type personnage, nous indiquons simplement que 1 est un autre nom pour la variable g. Nous permettons de ce fait à la méthode virtuelle d'opérer sur l'instance réelle. En permettant à une méthode virtuelle d'opérer sur l'instance réelle, nous obtenons alors l'effet voulu, à savoir une résolution dynamique des liens. Comme dit précédemment, c'est en combinant l'utilisation des références et la virtualité des méthodes que l'on obtient le résultat voulu. Ici, bien sûr, on pourrait se contenter d'un passage par référence constante, puisque la fonction faire rencontrer n'a pas pour but de modifier son paramètre 1. En clair, voilà comment devrait être le code au final pour que l'on obtienne la résolution dynamique des liens dans le cadre de cet exemple. Pour permettre donc à une méthode virtuelle de travailler sur l'instance réelle, il est possible donc d'utiliser les références. On peut aussi utiliser les pointeurs, comme va le montrer l'exemple qui suit. Et cette fois, pour changer, un exemple zoologique où l'on a une sous-classe dauphin héritant d'une superclasse mammifère. Chacune de ces classes dispose d'un constructeur par défaut explicite et d'un destructeur. Les mammifères, de façon générale, ont une méthode par défaut pour manger. Les dauphins ont une méthode spécifique pour cette même action. Et de même pour les méthodes qui permettent de faire avancer le mammifère ou le dauphin. Voici maintenant un petit programme principal qui utilise la hiérarchie de classes que vous avez vue juste précédemment. Étudions pas à pas son déroulement pour voir ce qu'il va produire comme affichage. La première ligne du programme déclare une variable qui s'appelle lui, qui est de type pointeur sur mammifère. Cette variable reçoit l'adresse d'un objet de type dauphin alloué dynamiquement. L'objet de type dauphin alloué dynamiquement est construit au moyen du constructeur par défaut de la classe dauphin. La variable lui contient donc l'adresse d'un objet de type dauphin. Le constructeur par défaut de la classe dauphin a été utilisé ici pour construire cet objet. Il s'agit donc de ce constructeur par défaut, tel que défini dans la sous-classe dauphin. Or, le constructeur d'une sous-classe invoque toujours le constructeur de la superclasse. S'il ne le fait pas explicitement, c'est qu'il y a eu appel au constructeur par défaut de la superclasse. Ce qui veut dire concrètement qu'avant que le message quick s'affiche, il y a le message « Un nouveau mammifère est né ». L'exécution de cette ligne de code va donc causer le premier affichage suivant, un nouveau mammifère est né. Pourquoi? Parce que le constructeur par défaut de dauphin a implicitement appelé le constructeur par défaut de mammifère. Le constructeur de la superclasse mammifère a été invoqué par celui de la classe dauphin. Lorsqu'il a terminé son exécution, le corps du constructeur de dauphin peut s'exécuter, ce qui produit l'affichage suivant. Seconde ligne. On applique à l'objet pointé par le pointeur lui, c'est-à-dire cet objet, la méthode avancée. Notez ici au passage que par le fait que nous utilisons des pointeurs, nous permettons à la méthode de s'appliquer à l'instance réelle pointée par l'objet, et donc d'avoir du polymorphisme. Rappelons que la notation lui flèche avancée est équivalente à la notation lui étoile lui point avancé. Nous accédons au contenu pointé
par le pointeur lui, et à cet objet, nous appliquons la méthode avancée. La méthode avancée est définie comme virtuelle dans la superclasse, puis redéfinie dans la sous-classe dauphin. Comme nous permettons à cette méthode virtuelle d'agir directement sur l'instance réelle par le biais du pointeur, la résolution dynamique des liens a lieu et c'est la méthode avancée du dauphin qui s'applique. Par conséquent, c'est le message « Je nage » qui va s'afficher ici et nous obtenons à ce stade l'affichage suivant. Passons à la ligne suivante où la méthode manger est invoquée sur l'objet pointé par lui. La méthode manger est bien redéfinie dans la classe dauphin, mais attention, contrairement au cas précédent, la méthode manger n'est pas déclarée comme virtuelle dans la superclasse. La méthode manger est bel et bien appelée via un pointeur, mais il n'y a là qu'un seul des deux ingrédients qui est présent pour la résolution dynamique des liens, l'aspect pointeur, mais le second aspect, la virtualité de la méthode, n'est pas présent, ce qui signifie que l'on ne peut pas avoir une résolution dynamique des liens. Dans ce cas, c'est le type de la variable qui prime. Lui est un pointeur sur mammifère, donc le contenu pointé est perçu comme un objet de type mammifère. La résolution statique des liens a donc lieu dans ce cas et c'est la méthode manger de mammifère qui va être appelée ici. L'affichage après l'exécution de cette instruction sera donc Miam Krumpf, qui est le message propre à la méthode manger du mammifère. Passons à la ligne suivante. Delete lui signifie que l'on désalloue l'emplacement mémoire alloué dynamiquement à ce stade du programme. Ceci signifie en clair que l'on récupère l'emplacement mémoire associé à l'objet de type dauphin précédemment alloué. Delete lui cause donc la fin de vie de cet objet et puisqu'il y a fin de vie, il y a appel à un destructeur. Mais de quel destructeur exactement s'agit-il? Si l'on examine le code de la classe mammifère, on peut observer que le destructeur y a été déclaré comme virtuel. Ceci signifie que cette méthode, pour peu qu'elle soit appliquée via un pointeur par exemple, va faire l'objet de la résolution dynamique des liens. Le destructeur est bel et bien invoqué via un pointeur, ce qui signifie que la résolution dynamique des liens a lieu pour la destruction aussi. L'objet va être perçu en fonction de sa nature réelle, c'est-à-dire en tant que dauphin, et c'est le destructeur du dauphin qui va être invoqué, ce qui cause l'affichage suivant. Nous avons vu dans une séquence précédente que l'ordre d'invocation des destructeurs est l'inverse de l'ordre de la construction. Donc, pour construire un objet de type dauphin, il y a eu appel au constructeur de la superclasse mammifère, puis à celui de dauphin. Pour la destruction, c'est l'inverse. On va avoir un appel au destructeur de dauphin, suivi d'un appel au destructeur de mammifère. Imaginons maintenant que le destructeur de la classe mammifère n'ait pas été déclaré comme virtuel. Puisque le destructeur n'est pas déclaré comme virtuel dans la classe mammifère, l'appel qui y est fait ici ne peut pas être résolu dynamiquement. Ceci signifie que c'est le type de la variable qui va primer pour le choix de la méthode destructeur, et donc c'est ce destructeur qui est invoqué et non plus celui-ci. Concrètement donc, si le destructeur de mammifère n'avait pas été virtuel dans notre exemple, eh bien seul le destructeur de mammifère aurait été invoqué, le destructeur du dauphin ne l'est pas, ce qui signifie que l'objet alloué dynamiquement dans le programme qui est de type dauphin n'est que partiellement détruit. Seule la part du mammifère dans le dauphin aurait été détruite ici. Si l'objet de type dauphin dynamiquement alloué ici avait requis un certain nombre de ressources, eh bien ces ressources n'auraient donc pas pu être libérées proprement. Pour résumer, lorsqu'une méthode virtuelle s'applique via une référence ou un pointeur, c'est-à-dire lorsque ces deux ingrédients sont réunis, alors le choix de la méthode se fait en fonction du type réel de l'instance. On a ce qu'on appelle la résolution dynamique des liens. Mais attention, quelques remarques importantes par rapport à la virtualité dans le cadre de la construction-destruction. Comme nous l'avons vu dans l'exemple des mammifères et des dauphins, pour éviter qu'une destruction d'objets ne soit que partielle, il est conseillé de toujours déclarer les destructeurs comme virtuels. Par contre, comme un constructeur a toujours pour vocation d'initialiser l'instance courante, eh bien il ne peut pas être virtuel. S'il appelle à son tour des méthodes virtuelles, alors l'aspect virtuel de ces méthodes sera tout simplement ignoré.
Il s'agit là d'un aspect avancé, voyons ce qu'il signifie sur un exemple concret. Voici donc un exemple un petit peu académique, mais pour expliquer ce qui se passe dans ce cas de figure, où nous avons une superclasse grand A dont hérite une sous-classe grand B. Les deux classes comportent une méthode f qui se trouve être virtuelle et qui donc est redéfinie dans la sous-classe grand B. Lorsque nous exécutons cette ligne de code, il y a appel au constructeur par défaut de la classe grand A, lequel fait appel à la méthode f. La méthode f s'applique à l'objet this qui est de type grand A et donc on va naturellement invoquer la méthode f de la classe grand A, ce qui aura pour conséquence d'afficher ceci. Pour la seconde ligne, nous avons construction d'un objet de type B. Il n'y a pas de constructeur explicite dans la classe B, c'est donc le constructeur par défaut qui va être invoqué, lequel va aussi invoquer le constructeur par défaut de la superclasse. La méthode f s'applique donc désormais à un objet this de type grand B. Cependant, l'aspect virtuel de la méthode est complètement ignoré dans un constructeur, donc cet aspect n'est pas pris en compte, et c'est toujours la méthode de la classe courante qui est appelée. Par conséquent, ici également, lors de l'exécution de cette seconde ligne, nous aurons aussi l'affichage suivant. La ligne suivante de code déclare une variable PA de type pointeur sur un A et l'initialise avec l'adresse de l'objet B. La méthode f est ensuite invoquée sur l'objet pointé par le pointeur PA, qui est un objet de type B. Ici, les deux ingrédients nécessaires à la résolution dynamique des liens sont réunis. Nous avons une méthode f virtuelle qui est invoquée via un pointeur. La méthode f va donc être choisie en fonction de la nature réelle de l'instance pointée. Et donc, c'est la méthode f de la classe B qui va être invoquée. C'est donc ici un message différent qui va s'afficher lors de l'exécution de cette dernière ligne de code. Ici, nous avons bel et bien eu un comportement polymorphique de la méthode f, car nous l'avons invoqué en dehors d'un constructeur. Par contre, ici, l'aspect polymorphique a été complètement ignoré. Et ceci termine notre séquence sur les méthodes virtuelles qui, en C++, sont la base de la mise en œuvre du polymorphisme.